Salut! Tu penses peut-être que le simple fait d'aller à l'hôpital pour accoucher, ce petit trajet en voiture là, que c'est anodin. Je vais te prouver que ça peut avoir un impact négatif sur ton accouchement. Tu penses peut-être que faire un décollement des membranes, c'est pas grand-chose et que ça permet juste de donner un petit coup de pouce à bébé pour arriver. Je vais te prouver que c'est pas si simple que ça. Tu penses peut-être aussi que la péridurale, ça permet simplement de limiter, voire effacer les douleurs de l'accouchement, la douleur des contractions. Mais donne-moi quelques minutes et je vais t'expliquer en quoi ça va bien plus loin que ça comporte des risques et qu'il faut simplement les prendre en compte. On va commencer cette vidéo par une petite devinette. Quel est le point commun, selon toi, entre l'échographie du 3e trimestre, un toucher vaginal, pendant ta grossesse ou pendant ton accouchement d'ailleurs, et cette amie, cette cousine qui te raconte à quel point l'accouchement c'est horrible, c'est dangereux, qu'elle a failli mourir, qu'elle connaît des gens qui ont failli mourir en accouchant, et que c'était la pire expérience de leur vie, alors que toi, t'es enceinte. Je te laisse quelques secondes, ou alors tu mets simplement la vidéo en pause pour réfléchir. Le point commun, c'est que ce sont 3 facteurs qui peuvent influer négativement sur le déroulé de ton accouchement. Ce sont 3 facteurs qui peuvent générer en toi de la peur, et donc influer négativement sur ton accouchement. J'irai même plus loin, ce sont 3 facteurs qui peuvent être les premières pierres de ce qu'on appelle la cascade d'intervention. Qu'est-ce que c'est que la cascade d'intervention ? Il faut bien comprendre que l'accouchement, il faut bien comprendre que la physiologie de l'accouchement, c'est quelque chose de fragile. On va d'abord peut-être expliquer ce que c'est que la physiologie. La physiologie, c'est ce qui étudie les propriétés et les fonctions des organes et des tissus des êtres vivants. Donc, ce qui se passe dans la nature. Donc, la physiologie de l'accouchement, c'est simplement qu'est-ce qui se passe au cours d'un accouchement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accouchement, c'est un événement qui est 100% hormonal. On va y revenir. Et quand on médicalise même un tout petit peu l'accouchement, on interfère avec cette physiologie, donc ce qui se passerait naturellement dans le corps, parce qu'on intervient d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une intervention dans le processus de l'accouchement ne peut pas être décorrélée de tout le reste, et on va y revenir. Je vais être beaucoup plus claire, vous allez voir. Donc, l'accouchement, c'est un événement qui est hormonal. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui fait qu'un accouchement se déclenche, qu'est-ce qui fait que des contractions se mettent en route, que le travail démarre. Il y a plusieurs théories, et la théorie qui est principalement acceptée pour l'instant, c'est de se dire que lorsque le bébé, et notamment son système respiratoire, sont arrivés à maturité dans l'utérus, ses poumons sécrètent une petite protéine qui va ensuite être diffusée dans le liquide amniotique et qui va ensuite être diffusée aux parois de l'utérus, qui va se dire « Ah tiens, cette protéine-là, elle me dit quelque chose, elle me dit que le bébé est prêt à naître, donc on y va. » Donc l'utérus commence à se contracter pour activer la dilatation du col et faire naître bébé sous quelques heures ou quelques jours. Donc ça, c'est qu'est-ce qui met en route l'accouchement, de manière naturelle. Donc il y a ça, et il y a aussi les histoires donc d'hormones, et notamment d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qu'on fabrique naturellement dans le corps, et qui est essentielle tout au long de la vie. C'est l'hormone des relations sociales, de l'attachement. Donc c'est hyper important aussi quand on a un bébé. L'ocytocine, elle est aussi fondamentale pendant l'accouchement. C'est notamment l'ocytocine qui orchestre les contractions de l'utérus. Sans ocytocine, il n'y a pas de contraction d'utérus. Et c'est aussi elle qui intervient une fois que le bébé et le placenta sont nés, si on laisse la nature faire complètement, et qui fait que les vaisseaux sanguins vont se resserrer et éviter une hémorragie du postpartum. On pourra s'en reparler si vous voulez. Maintenant, l'ocytocine, c'est une hormone qui est fragile. On ne peut pas la sécréter à n'importe quel moment. L'ocytocine, c'est aussi cette hormone qui est sécrétée quand vous avez un rapport intime avec quelqu'un, ou avec vous-même d'ailleurs, et au moment de l'orgasme. On a un énorme shot d'ocytocine qui fait que on est très content. Mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas avoir de rapport intime ou d'orgasme dans n'importe quelle condition. La plupart des gens, on aime bien avoir un sentiment d'intimité, être en confiance avec la personne avec qui on est, on peut apprécier la pénombre, on peut apprécier plein de choses comme ça. Mais avoir un rapport intime dans une salle qui est éclairée avec des néons, qui est froide, avec des personnes qui entrent et qui sortent dans la pièce dans laquelle vous êtes en train d'avoir un rapport intime, a priori, vous allez avoir un petit peu de mal à vous sentir dedans, et ça, c'est notamment à cause de l'ocytocine que vous n'allez pas réussir à sécréter comme il faudrait. Et bien pendant l'accouchement, c'est pareil. Pour avoir un accouchement qui se déroule de la manière la plus physiologique possible, donc la plus naturelle possible, on veut beaucoup d'ocytocine naturelle. Donc ça veut dire
de l'intimité, un sentiment de confiance et que les besoins primaires soient remplis. Donc ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir peur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on accouche à l'hôpital ? Eh bien, on n'a pas forcément ces sentiments-là d'intimité, de confiance, de sérénité, parce que c'est un lieu qui est quand même assez froid, dans lequel on va quand même en général quand on est malade ou qu'on est sur le point de mourir. Il y a des gens, des soignants qui vont et qui viennent, qu'on n'a jamais rencontrés et qui viennent nous parler, prendre l'attention, prendre des trucs et des machins. Ce n'est pas un lieu qui est propice à l'ocytocine, à la sécrétion naturelle d'ocytocine. Ça, c'est pour vous poser un peu le tableau de ce dont on a besoin naturellement pour accoucher et de en quoi l'hôpital peut poser souci. Je veux pas orienter cette vidéo complètement sur qu'est-ce que c'est qu'un accouchement physiologique par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un accouchement médicalisé. On pourra faire une autre vidéo là-dessus d'ailleurs si vous voulez, mais c'était pour poser un tout petit peu des bases. Maintenant, la cascade d'intervention. Les personnes qui défendent l'accouchement physiologique, ce n'est généralement pas pour des raisons simplement idéologiques de tout le monde devrait accoucher comme ça parce que c'est ce que je considère être mieux, c'est que fondamentalement, il y a une mécompréhension de la part du système médical de ce dont la personne enceinte a besoin. Et ça commence dès la grossesse. C'est là que je vais vous expliquer mes histoires de T3, de toucher vaginal, etc. Et de personnes qui vous racontent des histoires horribles de traumatisme pendant un accouchement alors que vous êtes enceinte. L'échographie du 3e trimestre, c'est une échographie au cours de laquelle, hyper souvent, on va vous diagnostiquer des bébés trop gros, des bébés trop petits, donc avec des suspicions de RCIU, retard de croissance intra-utérin. On va vous diagnostiquer des niveaux liquide amniotique, pas comme il faudrait, trop comme ci, passé comme cela. Et quand vous sortez de ce type d'échographie, vous pouvez avoir un sentiment de peur, d'angoisse, de stress, de se dire mince, il y a quelque chose qui va pas. La petite parenthèse nécessaire, l'échographie du 3e trimestre n'est pas un examen suffisamment précis et beaucoup de soignants et de soignantes en ont conscience et ne font plus l'échographie T3. C'est le cas aussi dans plein de pays, mais nous en France, on y est très attachés. Le fait est que ce n'est pas une échographie qui est précise et le nombre de personnes à qui on prédit un énorme bébé alors qu'elles font un tout petit 3 kilos ou à l'inverse à qui on prédit un bébé RCIU qui en fait naît à 3 kilos passés, ça arrive tous les jours. Donc, l'écho T3, elle génère du stress et la plupart du temps pour rien. Le toucher vaginal, pendant votre grossesse, mais même pendant l'accouchement. On va vous dire, vous êtes col long, fermé, pas 1 centimètre, pas un demi-centimètre, oulala, le travail, c'est pas pour tout de suite. Vous, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Si vous êtes à 39, 40 SA, mince, mon travail, il va être difficile, peut-être que ça va être long, peut-être que ça va être encore plus difficile que ce à quoi je m'attends, etc. De nouveau, comme les côtés 3, le toucher vaginal, il peut engendrer beaucoup de stress, beaucoup de réflexions qui ne sont pas nécessaires, beaucoup de peur. De la même manière que votre tante qui vous raconte ces expériences traumatisantes alors que vous êtes enceinte et sur le point de donner naissance, ça va générer uniquement des sensations désagréables, de peur, d'angoisse à l'intérieur de vous, et vous allez peut-être projeter quelque chose sur votre prochain accouchement. Donc, toutes ces choses-là, un toucher vaginal qui vous dit que vous avez un col long et fermé, une échographie qui vous dit que votre bébé va être trop gros, trop petit, pas assez poilu, et cette personne qui vous dit que l'accouchement ça peut être un truc absolument horrible, ça ne génère pas de l'ocytocine dans votre corps, ça génère du cortisol, de l'adrénaline, qui sont aussi des hormones, donc les hormones du stress, de la peur, et il faut savoir que ces hormones-là, elles ont un rôle important à jouer dans l'accouchement. On fait un petit retour en arrière sur quand on était des primates et qu'on avait besoin d'avoir un fort instinct de survie pour s'assurer qu'on se fasse pas manger par des animaux sauvages ou décimés par une tribu ennemie. Et donc ça vient de notre cerveau archaïque, on a encore des restes de ça. Le fait est que quand on était en train d'accoucher, le corps devait et doit toujours pouvoir se mettre en pause en cas de danger pour que l'espèce puisse perdurer. C'est la même théorie de l'évolution. C'est ça le point. C'est que on est en train d'accoucher, il y a un danger imminent, cortisol, adrénaline, ça fait que ça stoppe tout l'accouchement. Vous avez une peur, une angoisse, l'accouchement, il va s'arrêter. Vous n'aurez plus de contraction. Et la nature est bien faite, parce qu'on ne veut pas accoucher quand on est stressé et angoissé, parce qu'il y a peut-être un tigre qui menace de nous dévorer ou une tribu qui est en train de nous attaquer. Donc, dans l'histoire de l'humanité, c'était hyper important pour que la personne en train d'accoucher puisse aller se mettre à l'abri et accoucher tranquillement une fois qu'elle aurait plus ce sentiment de peur et d'angoisse. Aujourd'hui, il y a toujours ça. Donc, imaginez-vous bien, vous essayez d'être dans votre bulle, vous vous préparez à votre accouchement serein et on vous met des doigts et on vous fait des échographies et on vous raconte des choses horribles. Vous n'avez pas votre bulle d'ocytocine. Votre corps ne peut pas
sécréter toute cette ocytocine, donc cette hormone du lien et de l'accouchement dont on a tellement besoin. Et à la place, vous allez sécréter du cortisol et de l'adrénaline qui font que, potentiellement, vos contractions, elles vont pas se mettre en route parce qu'il peut pas y avoir les deux hormones en même temps. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le corps. Maintenant, cette histoire du trajet en voiture. Pourquoi est-ce que ça peut être si problématique, ce trajet en voiture, pour aller à l'hôpital pour accoucher? Vous avez sûrement des gens qui vous ont raconté des histoires comme ça autour de vous, parce que c'est très commun. Des personnes qui avaient des contractions régulières à la maison et qui se sont dit, j'ai des contractions régulières, allons à la maternité. Et en arrivant à l'hôpital, plus rien. Plus de contractions, stagnation de la dilatation, tout ce que tu veux. Et en fait, ce qui se passe, c'est exactement la même chose. C'est que vous n'êtes plus dans votre bulle de confiance, de sérénité, d'intimité, dans votre cocon, dans votre chez vous. Vous êtes face à des gens que vous ne connaissez pas, ou très peu, dans un environnement qui est très froid, qui donne vraiment pas envie. Votre corps, il se dit pas, je suis bien, là, je vais sécréter de l'ocytocine, je vais continuer mes contractions. Non, ça marche pas comme ça. Parce que c'est pas le cerveau réfléchissant qui fait ça, c'est le cerveau archaïque, c'est les instincts. Et instinctivement, dans un endroit où les gens y vont parce qu'ils sont malades ou qu'ils sont en train de mourir, instinctivement, on se dit pas, tiens, je vais y donner naissance. Même si notre cerveau réfléchissant peut se dire, c'est là que je serai le plus en sécurité, donc j'y vais et c'est bien. Et les deux cerveaux sont pas forcément connectés. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Donc, je vous ai pris quelques exemples là pour comprendre que des petites choses peuvent avoir de grandes conséquences, de grandes influences sur l'accouchement, la grossesse et l'accouchement. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette cascade d'intervention? C'est comprendre que la moindre petite intervention peut avoir un gros impact sur l'accouchement. Et donc, ça peut commencer par ça. Ça peut commencer par un toucher vaginal pendant la grossesse, une échographie, et vous, qui allez peut-être avoir du mal à sécréter de l'ocytocine, à vous sentir bien et en sécurité dans votre corps et avec de la confiance en vous. Et du coup, peut-être que ça va faire que votre corps, il peut avoir du mal à se mettre en travail, naturellement. Donc peut-être que ça va vouloir dire, vous êtes en train de dépasser le terme, 40, 41 et ça, il faut vous déclencher. Le déclenchement, parfois c'est le déclenchement qui est la première pierre de la cascade d'intervention, mais parfois il peut y avoir des choses en amont qu'on n'a pas comprises. Le déclenchement, il peut aussi intervenir parce que la personne avait des contractions à la maison, s'est déplacée à l'hôpital, n'a plus de contractions. Donc on va vouloir redéclencher les contractions et faire des choses mécaniques ou chimiques qui vont influer sur la suite. Et donc, c'est là que je voulais faire un petit mot sur le déclenchement. Un déclenchement n'est jamais anodin. On peut partir du principe que si le corps ne se met pas en route de lui-même pour accoucher, c'est peut-être que le corps n'est pas prêt ou que le bébé n'est pas prêt. Le système obstétrical n'a pas cette vision-là, la société n'a pas cette vision-là. Pour la société, un bébé doit être né avant 42 SA, point à la ligne. Ça, c'est une vision qui ne colle pas vraiment à la réalité de la physiologie du corps humain. Il n'y a pas deux personnes qui fonctionnent pareil. On ne peut pas mettre une fourchette aussi précise, même si c'est 5 semaines entre 37 et 42 SA. On ne peut pas se dire ça. Il y a des bébés qui auraient besoin de naître après 42 SA. J'en parle suffisamment dans plein de vidéos ou dans mes épisodes de podcast. Je pense que vous savez un peu de quoi je parle. Et si c'est pas le cas, allez écouter, vous verrez. Déclencher un accouchement ou augmenter un accouchement, ça a des conséquences. On peut se dire, je fais juste un décollement des membranes, ça m'engage à rien. Un décollement des membranes, pour les personnes qui ne savent pas, c'est donc un soignant qui insère des doigts dans le vagin de la personne enceinte, qui va forcer par le col et insérer ses doigts pour passer ses doigts entre la paroi de l'utérus et la poche amniotique. Et en gros, faire ça, ça peut permettre de libérer des hormones qui vont aider le col à maturer et les contractions à se déclencher. Ça peut arriver, mais dans un petit pourcentage des cas. Ce qui peut aussi arriver pendant le décollement des membranes, c'est une rupture de la poche des os sans faire exprès, c'est des saignements, c'est une augmentation du risque d'infection. Un décollement des membranes, c'est quand même pas quelque chose de complètement anodin. Mais donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous êtes déjà dans une démarche de décollement des membranes, que vous êtes à l'hôpital, etc., si votre col, il ne se dilate pas, l'hôpital va continuer ses protocoles. C'est-à-dire, votre col, il se dilate pas, il faut passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, ça va être peut-être un tampon, peut-être un ballonnet, peut-être de l'ocytocine de synthèse. En général, l'ocytocine de synthèse, elle arrive après, quand on a testé plusieurs choses. Mais tenter de déclencher un accouchement, ça ne fonctionne pas souvent, en fait. Ça fonctionne à peu près 1 fois sur 2. Ça fait quand même pas tant que ça, en fait. Donc imaginez-vous, vous étiez chez vous, vous aviez des contractions. Vous êtes arrivé à l'hôpital, les contractions se sont arrêtées. Donc on a essayé 1 chose, 2 choses, 3 choses pour déclencher qui n'ont pas fonctionné. Donc, on passe à l'ocytocine de synthèse. L'ocytocine de synthèse, on sait que ça va fonctionner. En revanche, on comprend pas bien que l'ocytocine de synthèse, elle a des effets négatifs. L'ocytocine de synthèse, ça génère des contractions qui ne sont pas naturelles. Ça génère des contractions qui sont plus fortes, plus rapprochées que des contractions naturelles. Ce sont des contractions qu'un bébé, qu'un fœtus peut avoir beaucoup plus de mal à gérer.
Donc il peut montrer des signes de détresse fœtale. Il peut passer son méconium plus tôt que ce qu'il aurait fallu. Il peut montrer des anomalies du rythme cardiaque. Et c'est la même chose pour la personne enceinte. La personne enceinte qui pouvait se dire « moi j'ai envie d'essayer sans péridurale parce que j'ai lu que la péridurale c'était quand même pas super », si là on lui met de l'ocytocine de synthèse, les contractions vont être beaucoup plus douloureuses que des contractions physiologiques, naturelles. Donc la personne enceinte elle est beaucoup plus à même de prendre la péridurale. Sauf que la péridurale, elle ne fait pas que retirer la douleur. La péridurale, elle immobilise. Quand on est immobilisé sur le dos, c'est beaucoup plus difficile d'aider son bébé à s'engager. Pour qu'un bébé puisse cheminer tranquillement dans le bassin, dans le canal vaginal, sortir sans souci, puisse faire sa rotation, la tête, les épaules se mettent bien et tout ça, dès lors que tu es immobilisé sur le dos, tu augmentes tous les risques en fait que bébé soit coincé à un moment donné, qui ait besoin d'utiliser des forceps, qui ait besoin de finir en césarienne parce que le col il se dilate plus très bien, enfin tout ça c'est la péridurale. Et la péridurale, c'est pourquoi ? C'est parce que déclenchement, et c'est parce que conditionnement psychologique, enfin voilà. Et si on va encore plus loin, t'étais chez toi, t'es arrivé à l'hôpital, tes contractions elles se sont stoppées, on t'a mis de l'ocytocine de synthèse pour augmenter le travail, t'as pris la péridurale, ton col il stagne parce que tout ça, madame, votre bébé là ça va pas, rythme cardiaque du fœtus, il y a trop de décélération, on sait pas ce qui se passe, on a peur qu'il soit pas bien, césarienne. Et en fait, pourquoi cet accouchement s'est terminé en césarienne ? Parce que on t'a retiré ta confiance en toi pendant que t'étais enceinte, parce qu'on nous dit que l'endroit le plus sûr pour accoucher c'est l'hôpital, donc tu t'es déplacée à l'hôpital, alors que tout ça ce n'est pas vrai. Voilà ce que c'est que la cascade d'intervention dont on parle beaucoup quand on essaye d'alerter sur tout ça, sur les dangers de la médicalisation de l'accouchement, et c'est même pas la surmédicalisation le problème, c'est vraiment la médicalisation de l'accouchement, partir du principe que l'accouchement doit se passer à l'hôpital, le problème est là. Le problème est là. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ça. Je propose de m'arrêter là sur cet épisode. Je voulais qu'il soit pas trop long, mais clair et concis. Dites-moi s'il y a des notions sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne. En attendant, je vous invite à écouter mon podcast qui s'appelle L'Ovaire du décor. Je sors un nouvel épisode tous les mercredis. Vous pouvez l'écouter gratuitement sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Et vraiment, il est génial. Il y a des épisodes où je parle toute seule, où j'explique des notions un peu comme ça, comme la cascade d'intervention, mais comme beaucoup d'autres qui sont vraiment hyper intéressants. Je documente tous ces épisodes et je mets tous les liens vers les études sur lesquelles je me suis appuyée et mes lectures pour bien expliquer que ce que je défends, ce n'est pas mon avis, c'est tangiblement et scientifiquement prouvé, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Abonnez-vous à ma newsletter, je mets un lien dans la description de cette vidéo, je l'envoie 1 à 2 fois par mois, et c'est pareil, je peux aller plus profondément dans certains sujets et montrer des images qu'on peut pas trop montrer sinon sur les réseaux sociaux. Elle est hyper cool, et venez me voir sur TikTok et Instagram, je partage plein de choses qui sont vraiment chouettes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mettez-moi des pouces, des commentaires, c'est toujours encourageant pour que je continue à faire ce que je fais. À très bientôt.